maintenant, je vais accueillir Éric Leroy, qui est également vétérinaire, virologiste, et qui a une thèse en immunologie et une habilitation à diriger la recherche en virologie. Il est actuellement directeur de classe exceptionnelle à l'UMR Trans-VIH-MI à Montpellier, qui est un merger entre l'Université de Montpellier, l'IRD et l'INSERM. Il est directeur de l'Institut des recherches médicales à Franceville au Gabon et il est membre de notre académie, de l'Académie de médecine, et il est également expert OMS. Et il va nous présenter un travail qui, moi, m'a beaucoup intéressé sur l'utilisation des fourmis légionnaires du genre Dorilus pour la caractérisation du virome des écosystèmes forestiers tropicaux, et ce qui le conduit à une réflexion sur le concept de sentinelle et leur utilisation dans la surveillance des zoonoses. Éric, si tu veux bien t'approcher, c'est à toi. Alors, comme le titre l'indique, nous allons découvrir dans cette présentation comment et pourquoi les fourmis légionnaires qui abondent dans les forêts tropicales d'Afrique, essentiellement, peuvent être utilisées pour explorer, mieux comprendre le virome de ces écosystèmes et comment elles peuvent être impliquées également, nous le verrons tout à l'heure, dans la surveillance des zoonoses virales. Alors tout d'abord, pour bien cerner la problématique, quelques petites informations générales. Le Comité international des virus recense environ, ça change tous les jours bien évidemment, 590 virus de mammifères, alors soit parce qu'ils ont été caractérisés partiellement ou même en totalité. Parmi l'ensemble de ces virus-là, à peu près la moitié infectent l'humain, soit de manière asymptomatique ou soit en induisant une maladie. Et parmi l'ensemble de ces virus qui infectent l'humain, environ 3/4 d'entre eux ont une origine zoonotique plus ou moins récente. Alors maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe à une échelle beaucoup plus large, à l'échelle de la biosphère, de la planète, donc le même comité recense un peu plus de 4400 virus. Donc évidemment, c'est un nombre qui inclut non seulement les virus de mammifères, mais les virus de tous les animaux vertébrés, les virus d'invertébrés, d'arthropodes, de végétaux, de bactéries, de champignons. Mais vous en doutez, ce virus ne reflète pas du tout le nombre réel de virus qui circulent au sein de notre biosphère, puisqu'il ne tient pas compte, évidemment, des virus qui n'ont pas encore été identifiés. Et donc, il y a des études qui ont essayé de connaître, d'estimer le nombre réel de virus qui pourraient circuler au sein de notre planète. Et ces études ont montré que la virosphère, donc l'ensemble des virus qui colonisent donc la biosphère, contiendrait finalement 87 millions de virus. 87 millions de virus. Donc le corollaire est simple, donc nos 4400 virus connus ne représentent finalement une très 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 faible partie, 0,005% des virus présents sur Terre, ce qui fait que on a encore à peu près 87 millions de virus à découvrir, dont, vous en doutez, une proportion non négligeable, peut-être même importante, qui possèdent un potentiel zoonotique, donc qui peuvent être à l'origine d'épidémies à plus ou moins court terme. Alors, les facteurs qui expliquent une méconnaissance aussi profonde de cette virosphère reposent principalement sur la problématique de l'échantillonnage biologique et la difficulté d'accéder aux animaux, aux végétaux et autres qui sont susceptibles d'héberger donc les virus. Et ce pour plusieurs raisons, pour plusieurs principales raisons. La première raison, c'est l'extrême difficulté de pénétrer les milieux denses et hostiles, bien évidemment, que représentent les forêts tropicales d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud. Ces écosystèmes sont en effet caractérisés par une très très grande biodiversité qui sous-tend bien évidemment une grande diversité microbiologique également. La deuxième raison, c'est l'inaccessibilité à de nombreuses espèces animales. Alors, soit parce qu'elles sont tout simplement peu abondantes, soit parce qu'elles ont un mode de vie nocturne, donc on ne peut pas les voir et donc les capturer ou avoir accès, ou alors tout simplement ce sont des espèces qui sont non visibles, comme le sont la plupart des tout petits micro-mammifères, donc les rongeurs, etc. Troisième raison, c'est la faible probabilité de détecter les animaux infectés. Il faut savoir que la prévalence d'infection au sein d'une espèce animale réservoir est très faible,
très souvent inférieure à 1%, et de surcroît, chez les animaux infectés, la charge virale était elle-même également très faible, souvent, et parfois même non détectable ou à peine détectable avec les méthodes de biologie moléculaire les plus sensibles. Et enfin, la dernière raison, maintenant, c'est la réglementation internationale sur le bien-être animal qui limite considérablement les prélèvements invasifs, c'est-à-dire le prélèvement, par exemple, de rate et de foie, dont on sait en fait que ce sont les organes privilégiés, cibles privilégiées de la grande majorité des virus. Alors, c'est dans un contexte aussi complexe et difficile qu'interviennent nos fameuses fourmis légionnaires qui appartiennent à un genre taxonomique qu'on appelle Dorilus. Alors, dans le langage courant, elles sont dénommées magnans, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, en raison de leur voracité extrême, car le mot magnan, en fait, c'est un mot qui d'une langue du sud de la France, qui est la langue d'oc, une langue provençale, et qui signifie goinfre dans cette langue. Dans certaines ethnies en Afrique, donc au Congo par exemple, que je connais très bien, ces fourmis sont surnommées fourmis docteurs, car avant, les mandibules en fait étaient utilisées pour, comme agrafe naturelle pour suturer les plaies des personnes. Ces fourmis jouissent de caractéristiques biologiques remarquables. On le voit ici sur ces différentes photos. Donc d'abord, elles vivent en colonie, comprenant jusqu'à 20 millions d'individus très mobiles. Elles ont un mode de vie nomade, donc elles se déplacent souvent. Les colonies déménagent en effet tous les 5-7 jours, toutes les semaines, parfois un peu plus, et peuvent parcourir même plusieurs kilomètres par jour. Et enfin, elles se déplacent très rapidement sous forme de raids, que l'on voit ici, là, sur les routes, sur les pistes, pouvant s'étendre sur plusieurs dizaines de mètres, voire jusqu'à 500 mètres. Hein. Et enfin, elle bénéficie d'un taux de reproduction extraordinaire, puisqu'on estime qu'une reine peut pondre jusqu'à 2 millions d'œufs en un mois. Donc, les qualités de reproduction vraiment extraordinaires. Elle présente également des caractéristiques morphologiques exceptionnelles. Tout d'abord, elles sont dotées de mandibules très puissantes qui sont recourbées, comme on le voit ici, en faux, qui forment une pince et qui servent à capturer les proies. Elles ont la capacité de lever la tête très haut grâce à la présence de muscles très très développés sur la tête qui leur procurent une force prodigieuse. Leurs antennes, on le voit ici, sont recouvertes de sens-cils qui sont très très sensibles, qui les conduisent très très rapidement vers toute source de matière organique. Et enfin, elles ont un corps cambré, articulé entre le thorax et l'abdomen qui leur confère cette attitude, pour ceux qui le connaissent, guerrière caractéristique. Elles ont une distribution géographique très très large et couvrent toutes les régions forestières d'Afrique, de l'extrême ouest, en Guinée, Conakry, jusqu'à l'extrême est, au Zimbabwe. On dénombre aujourd'hui, mais ce sont des fourmis qui ont été très très peu explorées, donc vraisemblablement il y a beaucoup plus d'espèces, mais aujourd'hui il y a à peu près une bonne soixantaine d'espèces connues, identifiées, et évidemment chacune qui est adaptée à une zone géographique un peu particulière, même si on peut observer plusieurs espèces au sein d'un même pays, au sein d'une même zone. Moi, je travaille beaucoup au Gabon et au Congo. Et au Congo, là, dernièrement, on a mis en évidence déjà au moins 3 espèces différentes. Et enfin, on va terminer par évidemment le régime alimentaire, qui est donc leur voracité, en fait, s'exprime par un régime alimentaire omnivore, total et complet. En fait, elles consomment tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la matière organique. Tout d'abord, ce sont des redoutables prédatrices. Elles s'attaquent et elles consomment toutes les catégories d'invertébrés possibles et même jusque les petits vertébrés, donc les petits mammifères, les petits rongeurs. Elles sont bien évidemment des prodigieuses nécrophages. Elles dévorent en fait toutes les catégories, tous les animaux vertébrés, quelle que soit leur taille, grosse ou petite, et quel que soit leur état de décomposition, qu'elle soit très avancée ou alors ou peu avancée. Et enfin, dernièrement, elles sont également d'insatiables, d'infatigables herbivores et consomment également tous les végétaux qui peuplent, qui constituent l'écosystème des forêts tropicales. Alors, c'est fort de ces caractéristiques alimentaires exceptionnelles, uniques, que nous avons eu l'idée, on a émis l'hypothèse, en fait, et j'ai oublié aussi de ça. Donc, juste pour témoigner de l'extrême voracité de ces fourmis, c'est qu'elles sont capables d'ingurgiter plusieurs kilogrammes de biomasse par colonie par jour et qu'elles peuvent nettoyer totalement une surface d'environ 500 mètres carrés en moins d'une heure.
Alors, donc là maintenant je reviens, c'est que fort de ces caractéristiques alimentaires exceptionnelles, ben, on a émis l'hypothèse en fait que ces fourmis ben, peuvent ingurgiter, peuvent ingérer les virus qui infectent les hôtes qu'elles consomment. Et donc en fait, il est peut-être tout à fait envisageable de détecter les virus de la faune sauvage de manière indirecte à partir de ces fourmis. Donc c'est l'hypothèse qu'on avait émise il y a 2-3 ans. Et donc pour cela, on a mené une étude pilote dans le nord-est du Gabon, donc un pays que je connais très bien. Et pour cela, bah, on a collecté les fourmis qui traversaient les routes, hein. Vous voyez comment ces colonnes de fourmis traversent les routes très rapidement. Les fourmis étaient collectées individuellement, déposées dans des tubes, dans des cryotubes, et chaque soir, arrivé à la base scientifique, les tubes étaient déposés dans une bonbonne d'azote liquide. À la fin de la mission, ben, on a envoyé la bonbonne dans l'eau laboratoire à Montpellier, à l'unité, et nous avons recherché les séquences génomiques virales par des méthodes, par des approches métagénomiques. On a utilisé donc la méthode métagénomique basée sur les acides nucléiques associés aux virions avec l'utilisation d'ultracentrifugation pour enrichir un peu la charge virale. Bon, ça, je vais passer, c'est toute la méthodologie. Au total, les collectes, eh ben, on a analysé individuellement 209 fourmis, donc c'est très peu. Euh, Collectées à partir de 29 colonnes, donc ce qui fait à peu près une quinzaine de fourmis par colonne, ont toutes été analysées individuellement. Et là, les résultats se sont avérés stupéfiants et la quantité de séquences génomiques détectées complètement considérable. Voici synthétiser l'ensemble des résultats que nous avons obtenus. Tout d'abord, uniquement sur ces 200 fourmis, un demi-million de séquences génomiques supérieures à 200 nucléotides. Environ 10% de ce demi-million étaient, donc environ un peu plus de 46 000 séquences, étaient assignées à des virus, soit de bactéries, de plantes, d'animaux ou de champignons, tous les animaux, invertébrés, invertébrés. Parmi ces 46 000 séquences, à peu près la moitié en fait, étaient assignées à des virus non connus, c'est-à-dire très divergents par rapport aux séquences qui sont déposées, qui sont disponibles dans les banques de gènes. Et l'autre moitié était assignée à des virus connus et qui étaient répartis au total, on a mis en évidence, dans 56 familles virales différentes et 157 genres viraux différents. Alors, maintenant, comme l'illustre ce schéma, qui indique le pourcentage d'identité génétique entre les séquences virales détectées chez les fourmis et les séquences qui sont disponibles dans les gènes banques, eh ben, on remarque que quasiment toutes les catégories de virus ont été détectées, aussi bien les virus à ADN, on le voit sur la colonne de gauche, simple brun, double brun, les virus à ARN également, double brun, simple brun, et parmi les simples brins, polarité positive et polarité négative. Et enfin, pour terminer, ce qui est intéressant, bah, c'est qu'on a détecté une multitude de séquences qui étaient apparentées à des familles dont on sait qu'ils contiennent des virus zoonotiques et même des virus animaux et des virus humains. Donc ça, c'était très, très intéressant. Alors à partir de là, on va essayer de voir plus précisément 4 exemples de virus, 2 exemples de virus à ARN et deux exemples de virus à ADN apparentés à des virus animaux ou apparentés à des virus zoonotiques, donc animaux évidemment, mais qui se transmettent à l'humain. Auparavant, juste à titre d'information, cette diapositive pour mentionner qu'on a également trouvé de très nombreuses séquences de bactériophages, c'est-à-dire le virus de bactéries. Bon, là, c'est la famille des Microviridae, comme illustré l'arbre phylogénétique en haut et toutes les séquences qui sont visualisées en rouge. Alors revenons à nos 4 exemples et on va commencer par les virus à ARN avec la famille des Nodaviridae. Alors ce sont des virus non enveloppés possédant pour matériel génétique de l'ARN simple brun, et ces virus ont pour hôte naturel de nombreuses espèces d'invertébrés et de vertébrés. Alors pour ceux qui connaissent bien les virus d'insectes, enfin, d'arthropodes de manière générale, le plus connu de cette famille-là, c'est donc le Flockhouse virus. Ben, l'arbre phylogénétique, hein, toujours les séquences issues des fourmis sont toujours en rouge. Donc l'arbre phylogénétique révèle l'existence d'une proximité phylogénétique entre plusieurs de nos séquences issues de nos fourmis avec un virus de chauve-souris. Deuxième exemple de virus ARN, avec la famille des Epeviridae, une famille très très connue. Ce sont des virus enveloppés cette fois-ci, hein, on avait non enveloppé, maintenant c'est enveloppé, qui possèdent pour génome de l'ARN simple brun de polarité positive.
Ces virus sont hébergés chez de nombreuses espèces animales, dont celles qui sont visualisées ici sur la diapo, donc les porcidés, bovidés, ovidés, camélidés, les rongeurs et les primates non humains. En plus, une étude à laquelle on a participé récemment a permis de montrer que de nombreux virus de cette famille des Epeviridae avaient pour réservoir un certain nombre de chauves-souris frugivores et insectivores. Cette famille virale renferme aussi un virus qui a une grande importance en santé publique humaine. C'est le virus de l'hépatite E, bien évidemment, que tout le monde connaît, qui se transmet par voie orofécale, qui provoque un peu plus de 20 millions de cas chaque année et qui est responsable d'un syndrome inflammatoire aigu du foie, aboutissant à la mort d'environ 2 à 5% des patients. Et ben là aussi, l'arbre phylogénétique que l'on voit ici révèle une très très forte proximité phylogénétique entre une séquence qu'on a détectée chez les fourmis et, encore une fois, un virus de chauve-souris, là, une chauve-souris insectivore. Maintenant, deux exemples de virus à ADN. Cette fois-ci, on va commencer par une famille qui est très importante, que tout le monde connaît en médecine vétérinaire, qui est la famille des Parvoviridae. Donc, ce sont des virus enveloppés ayant pour génome de l'ADN simple brun, et ces virus ont pour hôte naturel de nombreux arthropodes et également des animaux vertébrés, principalement, comme on le sait, des carnivores sauvages et domestiques chez lesquels ils induisent un syndrome diarrhéique grave. Là aussi, cette famille contient un virus qui est d'une grande importance en santé publique humaine, ce qui est le fameux parvovirus B19, qui se transmet toujours pareil par voie orofécale et qui est responsable également de diarrhée sévère. Donc là, on a pu détecter de très, très, très nombreuses séquences virales appartenant à cette famille virale, donc au Parvoviridae, et plus précisément à un genre qui s'appelle chaparvovirus, comme on le voit ici sur l'arbre phylogénétique. Là, on a quasiment, en une étude, doublé le nombre de virus appartenant au genre chaparvovirus qui était disponible avant. Dernier exemple qu'on va évoquer, qui a été évoqué tout à l'heure, avec la famille des Circoviridae. Donc là, ce sont des virus non enveloppés cette fois-ci, possédant pour matériel génétique de l'ADN. C'est une famille qui est subdivisée en deux genres, le circovirus et le cyclovirus. Et ces virus ont pour réservoir naturel de nombreuses espèces d'oiseaux et de mammifères, comme celles qui sont indiquées ici le long de l'arbre phylogénétique. Alors, aussi, la particularité de cette famille de Circoviridae, c'est qu'il inclut aussi, possède de nombreux virus zoonotiques qui se transmettent par voie orofécale et chez lesquels ils provoquent des symptômes neurologiques. Et là, encore une fois, pour terminer, ben, l'arbre phylogénétique révèle une proximité phylogénétique entre plusieurs séquences détectées chez nos fourmis et des virus qui infectent l'humain. Voilà. Donc l'ensemble de ces 4 exemples montre bien qu'il est tout à fait envisageable de rechercher et de détecter les virus de la faune sauvage, animale, chez ces fourmis-là, et bien avant, évidemment, l'émergence, la contamination de l'humain et puis éventuellement l'apparition d'épidémies. Alors, à partir de là, quelles sont les applications concrètes qu'on peut tirer de ces fourmis? Ben, premièrement, compte tenu de la quantité considérable de virus, enfin, de séquences génomiques virales détectées, ben, on peut très bien utiliser ces fourmis pour explorer et mieux connaître le virome de l'écosystème des forêts tropicales d'Afrique. Deuxième application possible, ces fourmis peuvent servir à cartographier les zones de circulation virale d'un virus donné. Par exemple, aucun cas n'a été observé au Gabon. On va prendre le Gabon de Mpox. Eh ben, on veut savoir si le virus circule au niveau de la faune. Eh ben, on procède à des collectes de fourmis de manière régulière et on recherche chez ces fourmis de manière spécifique, PCR en temps réel, le virus Mpox. On regarde si le virus circule dans cette zone-là. Troisièmement, elles peuvent nous permettre aussi d'orienter les recherches sur les réservoirs animaux. Lorsqu'on ne connaît pas un réservoir animal et on ne sait pas où chercher, eh ben, elles peuvent nous permettre d'orienter ces recherches, notamment par la mise en concordance, en association entre les séquences génomiques virales détectées chez les fourmis et évidemment le génome de l'hôte trouvé. Et enfin, ce qui est plus intéressant, évidemment, elles peuvent être utilisées dans la surveillance des maladies zoonotiques.
à travers évidemment la détection de virus d'intérêt de la faune sauvage chez ces fourmis-là, et comme je l'ai dit tout à l'heure, avant l'apparition des épidémies et avant l'émergence euh, virale et la transmission du virus à l'espèce humaine. Et alors évidemment, c'est ce rôle de sentinelle, on en vient donc là à la notion de sentinelle, et l'implication de ces fourmis dans la surveillance des émergences virales qui s'avère le plus intéressante. Ici, juste un petit rappel, une émergence virale peut être schématiquement subdivisée en 3 étapes. Première étape, c'est l'exposition, qui comprend l'ensemble des événements qui conduisent à l'exposition, pas l'infection, l'exposition de l'humain au virus, depuis la source naturelle, donc le réservoir, en passant par les éventuels réservoirs secondaires et puis évidemment les espèces animales intermédiaires qui sont sensibles au virus. La deuxième étape, c'est l'infection qui correspond à la pénétration du virus à l'intérieur de l'organisme et sa diffusion évidemment à l'ensemble des organes. Et la troisième étape, c'est la diffusion, c'est-à-dire la dissémination du virus au sein de la population humaine, du village et des villes après, par le jeu de transmission interhumaine. Ces fourmis euh, peuvent intégrer les stratégies de surveillance des zoonoses en amont des émergences, grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, donc à la recherche et à la détection de virus chez ces fourmis avant le passage de l'étape 1 et évidemment l'apparition des épidémies. D'Ebola, par exemple. Maintenant, pour terminer, donc il faut savoir que cette notion de sentinelle n'est pas nouvelle. Et le recours à des animaux sentinelles, en fait, remonte à plus d'un siècle. Et ce sont les vertébrés qui ont inauguré cette nouvelle stratégie, et plus précisément les canaris, qui ont été utilisés pour la première fois pour dépister, détecter des taux anormaux de monoxyde de carbone dans les mines de charbon aux USA au début du XXe siècle. Donc c'est quand même une notion qui est quand même assez ancienne. Et désormais, même les animaux sont fréquemment utilisés pour surveiller les maladies qui circulent ou même pour surveiller les perturbations de l'environnement. C'est le cas, par exemple, des cerfs en Amérique du Nord ou des chauves-souris. On l'a vu maintenant à plusieurs reprises dans plusieurs présentations dans les zones tropicales qui servent de révélateurs, d'indicateurs de maladies infectieuses. C'est le cas aussi du chat léopard, par exemple, qui est couramment utilisé comme indicateur de la dégradation de l'environnement en Indonésie, par exemple. Et enfin, je ne vais pas aller dans les détails, mais de nombreuses espèces d'oiseaux servent d'indicateurs et de révélateurs de pollution, alors de pollution des airs, des eaux de différents continents et de la Terre. Les animaux vertébrés ont plus récemment été aussi, on a montré qu'ils pouvaient non seulement servir à détecter des maladies, donc des symptômes, à détecter une dégradation de l'environnement, mais aussi peuvent être utilisés pour détecter, là, cette fois-ci, directement l'agent pathogène ou le micro-organisme. C'est le cas, par exemple, les premiers qui ont été montrés, ce sont les oiseaux charognards que tout le monde connaît, comme le chionus blanc, chez qui on a montré de nombreuses séquences virales de mammifères marins, d'arthropodes, de plantes, d'invertébrés, etc., etc. Alors, soit à partir des carcasses de ces animaux qui ont été trouvés, ou soit à partir de leur déjection. Également, ça, ce sont des photos que le docteur Formonti connaît très bien, les carcasses de grands singes, donc de chimpanzés et des gorilles, nous ont permis de mettre en évidence le virus, la circulation du virus Ebola dans les forêts du Gabon et du Congo avant même l'apparition des épidémies d'Ebola en 2001-2003. Sur un tout autre plan, mais c'est toujours l'utilisation aussi de ce sorte de sentinelles. L'analyse des excréments de grands singes, que ce soit au Cameroun ou en République démocratique du Congo, nous ont permis d'identifier l'origine de, par exemple, le sérotype O du VIH, et également l'origine de Plasmodium falciparum, que, comme tout le monde sait, est l'agent du paludisme. Et enfin, je vais terminer par 2 études récentes qui ont montré également qu'il est possible d'utiliser les arthropodes, cette fois-ci hématophages, comme le thon, la mouche tsetse, le stomox, dans la détection de parasites, des parasites qui sont responsables de maladies qui sont très largement répandues, Trypanosoma, responsable de la maladie du sommeil, Plasmodium, le paludisme, et Telaria, évidemment, la pyroplasmose. Et une première étude a été menée il y a quelques années au Gabon, donc une partie de mon unité a mené cette étude-là. Et à l'aide à partir des temps des mouches de Squamosite, ils ont pu montrer ces 3 parasites. Et une deuxième étude un peu plus récente qui a été réalisée au Zimbabwe,
qui a permis de mettre en évidence les mêmes parasites à partir des mouches tsetse. Voilà, j'espère vous avoir, convaincu de l'utilité éventuelle d'utiliser ces sentinelles, ces fameuses fourmis dans la, surveillance, des maladies zoonotiques et des épidémies. Car, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de méthode pour, surveiller la circulation de ces virus-là avant, l'apparition des 1 cas. Pour l'instant, tous les systèmes de surveillance, est basé sur un réseau de surveillance, qui implique évidemment la direction générale des santé des pays, direction régionale, les acteurs communautaires et cetera. Mais au niveau de la faune, il n'y a pas vraiment de stratégie, utilisée en routine et de manière évidemment non invasive comme celle-là. Je vous remercie.